Bonjour. Bonjour l'ancêtre. Nous voici réunis pour votre émission sur la paléontologie, sur les fossiles, sur l'évolution, sur l'histoire de la vie depuis ses origines jusqu'à nos jours. Vous voyez les fleurs, ça laisse des traces très éphémères. Et pourtant les traces. Des traces, il y en a de toutes sortes, comme par exemple les traces sonores, celles que l'on entend mais que l'on ne conservera jamais. Il y a aussi les traces terribles, les traces fantastiques comme celles des squelettes qui m'entourent, que je devine, que je pressens, que je crains. Mais qui finalement ne sont pas si effrayants que ça. Il y a celles aussi plus bucoliques que vont laisser par exemple les petits oiseaux le long de la berge de la rivière. Il y a aussi les traces de la vie quotidienne, celles que vous laissez avec votre voiture en roulant sur le sable ou dans la boue. Il y a aussi les traces qui nous intéressent comme celles qui datent de 150 millions d'années. 150 millions d'années, c'est une notion de temps qui n'est pas facile à appréhender et je vous propose d'imaginer que l'histoire de notre Terre tient ici, dans ce petit carnet. En un an, tout s'est passé. 1er janvier, la Terre s'est formée et nous sommes maintenant le 31 décembre, à l'instant où je vous parle, nous allons sortir le champagne et les cotillons. À cette échelle-là, chaque jour représente 12 millions d'années. La vie apparaît le 28 mars sous forme de petites bactéries, vous savez, ces animaux microscopiques qu'on va éliminer régulièrement à l'eau de Javel. Le 24 novembre, ce sont les premiers vertébrés, les poissons extrêmement primitifs qui apparaissent. Entre le 12 et le 25 décembre, les dinosaures dominent notre planète. Son ancêtre à lui, c'est-à-dire le même que le vôtre ou le mien, eh bien lui, il est beaucoup plus récent. Il est apparu seulement ce matin vers 4 heures. À cette échelle-là, Jésus-Christ a été crucifié il y a seulement 15 secondes. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit saut en arrière dans le temps. Nous allons aux alentours du 20 décembre à notre échelle, c'est-à-dire il y a 140 millions d'années, direction le Bugey. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à Serein, un petit village du Bugey à une 60aine de kilomètres à peu près à l'est de Lyon. Ici, tout est en pierre. La pierre, elle ne vient pas de très loin, elle vient de là-haut, vous voyez, la carrière qui est là-bas derrière. L'histoire de cette pierre, elle commence au début du 19e siècle. Elle était exploitée pour le calcaire lithographique. Tout ça, c'est résumé derrière moi, dans le petit musée du village. Cette carrière, donc, elle a été exploitée pendant tout le 19e siècle pour le calcaire lithographique. L'un des tout premiers exploitants, d'ailleurs, s'appelait Monsieur Lapierre. Il avait un nom prédestiné. Et Monsieur Lapierre, dans la pierre, il trouvait des fossiles qu'il envoyait au musée de Lyon. Dans les années 1914, avec le développement de la photographie, eh bien voilà, ce type de choses-là, qui est en fait une pierre lithographique avec un procédé de reproduction, ça a été complètement abandonné. Mais dans les années 75, il y a des fous qui sont venus ici à Serein. Ces fous, c'est les scientifiques de l'université Claude Bernard de Lyon. Ils ont creusé là-haut pendant près de 25 ans. Qu'ont-ils bien pu chercher pendant si longtemps? Ceci est un calcaire lithographique. Quand on le casse, on constate qu'il présente des caractéristiques très particulières. D'abord, c'est un calcaire très fin qui présente des arêtes tranchantes et une cassure très lisse, caractéristique de la finesse du calcaire lithographique. Et dans ce gisement, on trouve un autre type de pierre. Voici cet autre type de calcaire, beaucoup plus fin, laminé, feuilleté, et c'est à l'intérieur de ces calcaires que l'on va trouver tous les fossiles, alors que dans les calcaires lithographiques, on ne trouve jamais de fossiles. En 1969, nous en étions au tout premier balbutiement de la fouille. Et il nous a fallu faire exploser toute la partie supérieure pour atteindre le premier banc de calcaire lithographique que nous avons étudié en 1975. En 1975, nous avons étudié ici le banc 404 pour atteindre 20 années plus tard le banc 180, plus de 15 mètres plus bas.
En 1994, nous sommes arrivés au bas de la fouille, à ce niveau, malheureusement noyés par les pluies de l'hiver. Au fur et à mesure de la progression de la fouille, nous avons trouvé de plus en plus d'organismes, tout d'abord des végétaux dans la partie supérieure, et au fur et à mesure de la descente, on a trouvé beaucoup d'organismes marins, des poissons, des microdones, des Belonostomus, et également des raies, et tout un cortège d'autres organismes, des méduses qu'on peut trouver associés à ces organismes marins. Sur cette dalle, déjà, on peut voir un certain nombre de choses. Ici, une trace de reptile. On peut voir un pied droit, un pied gauche et un mouvement d'animal qui va dans cette direction. Ensuite, lorsqu'on se déplace sur cette dalle, on peut voir qu'elle présente des aspérités. Et en particulier ici, le rocher sous-jacent au calcaire lithographique qui perce le calcaire lithographique. En se déplaçant, en montant sur cette dalle, on va observer à la surface différents objets, en particulier ici un végétal qui n'est peut-être pas très bien conservé, mais surtout un voile microbien qui est une caractéristique du calcaire lithographique de Seraing. Et ce voile microbien a glissé sur une pente, donnant cet aspect fripé au sédiment. C'est une des caractéristiques intéressantes, c'est de montrer que le calcaire lithographique de Seraing était situé sur une pente dans la carrière. Enfin, une autre manifestation du calcaire lithographique, eh bien, c'est que le voile microbien de la surface peut se rétracter sous la dessiccation. Et les polygones que l'on peut voir ici, ou là, correspondent à ce phénomène de rétraction du voile microbien, du tissu qui n'a pas pu éclater, mais qui au contraire s'est rétracté comme la peau du lait qui se refroidit dans une casserole. Et ceci représente le fond de la lagune à Seraing, il y a 140 millions d'années. Je suis ici en bordure de la lagune tropicale de Seraing. Et plus précisément, je suis sur un récif corallien. Comment je sais ça? C'est très facile. Il suffit de regarder. Devant moi, vous le voyez, dans les blocs, dans les pierres, il y a des coraux qui affleurent. Les coraux, c'est ces tout petits organismes-là qui sortent, ces structures branchues. Il y avait donc ici, il y a 150 millions d'années, une vie intense. Mais les paléontologues, là-haut, dans la carrière, ils en ont trouvé d'autres témoignages. Qu'ont-ils bien pu trouver? Derrière moi, la carrière d'où ont été extraits les fossiles. Et ici, le hangar où ils sont stockés. Parmi ces fossiles, les grandes pistes de vertébrés posent un problème. Il faut les mouler. Et vous pouvez voir ici la consolidation d'un de ces moulages réalisé par Jean-Claude et Gérard. La grande originalité du chantier de Seraing, ce sont les pistes de vertébrés. Elles étaient totalement inconnues sur le site avant nos fouilles. En voici une qui est très spectaculaire. C'est une trace de marche sur le fond desséché avec empreinte de main, empreinte de pied, et ces couples main-pied se répètent d'une manière extrêmement régulière. À l'opposé de ces traces faites à sec sur le fond de la lagune, des traces faites dans l'eau, comme cette superbe trace avec ici une empreinte de main, la marque vers l'arrière d'une palmure, la main suivante se repère ici, et la main gauche correspondante se trouve exactement à l'opposé ici. On voit très bien les traces de palmure ici qui sont recouvertes par le lambeau de poussée
on comprend très bien que l'animal se déplaçait comme ceci. Et on voit très bien également, grâce à ce sillon, que l'extrémité des doigts était encore en contact avec le fond, montrant que l'animal nageait au ras du fond. Quant à ces deux grands sillons parallèles, ils sont dus à l'action des doigts des pattes antérieures qui étaient totalement immobiles et qui tranchaient le sédiment. Alors, ce type de locomotion est assez caractéristique des tortues marines, bien adaptées à la nage. Donc on pense qu'il s'agit de ce type d'organisme, une tortue vraiment géante qui était inconnue à cette époque. Alors l'intérêt de ces traces formées soit sous l'eau, soit à sec, montre que le niveau marin n'a cessé de varier sur le site de Seraing, et ça nous a beaucoup aidé à la reconstitution de nos paysages. Bonjour. Bonjour. On est en train de dégager le moulage là. Oui. Un petit coup de main peut-être. Ah oui, oui. Doucement, doucement. Pas trop vite, hein. Pas trop vite, on casse pas les... Là, c'est bon. Hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Pique-toi pas les doigts, là. Allez. Attention aux doigts. Là. Voilà, voilà. Et ben ça m'a l'air joli. La pellicule de silicone alors. Ça m'a l'air joli tout ça. Maintenant, on va essayer de rouler le silicone, là. Je vous laisse faire là, je vais pas le casser moi. On va le décoller tout doucement, hein. On le roule si on peut. Et on va doucement. Et là on va voir apparaître les choses dessous. On devrait voir apparaître les premiers pas. Tiens. Voilà un. Regarde. Ah ouais. Tiens, regarde. Voilà. Et voilà son... Ça c'est son symétrique, c'est Son l'autre patte. symétrique, hein. C'est l'autre patte. Donc la bestiole elle faisait à peu près une vingtaine de centimètres. Enfin Oui. entre les deux pattes elle avait 20 centimètres. Et après maintenant on va voir l'enjambé, donc on va avoir une idée de la longueur de l'animal. Tiens, là, il y en a encore des petits bouts, là. tu vois. Il a touché. Ouais, il a touché ici. Un petit peu ici. C'est peut-être l'archéoptérix. Hein. Oh. Voilà là. Ah voilà l'autre. D'accord. Voilà l'autre. Et l'autre est ici. Et ben ça se décolle très bien. Eh J'avais un ben, peu peur, dis mais... donc. Je crois que là, c'est une première, ça. Non, non, c'est chouette hein. Oui, oui. Et là vous l'avez collé là-dessus, pourquoi? Et ben on l'a collé là-dessus parce que ça nous... Au départ, c'est resté collé au silicone. Alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est récupérer la lamine sur une autre couche avec de la... résine dessous. J'ai d'abord mis de la colle parce que la résine serait trop dure. Alors j'ai mis une colle blanche et ensuite on a continué avec de la résine. Attends, la bouche pas, c'est pris là-dedans. C'est donc à partir de ces traces et des fossiles que l'on a retrouvés dans la carrière que l'on va pouvoir définir l'environnement de la région. À quoi ressemblait le Bugey il y a 150 millions d'années? Dans le Bugey, il n'y avait ni montagne, ni vallée. Au contraire, il faut imaginer la mer, une mer chaude, tropicale, bordée par un récif corallien, et ce récif était séparé de la terre par un lagon. Et sur la terre ferme, il y avait naturellement une vie avec végétation, des animaux, mais aussi une morphologie. Il y avait des points hauts, des points bas, et dans les points bas, il y avait des flaques, des lagunes peu profondes, où lors des tempêtes, il y avait la mer qui venait transporter une partie des organismes qui vivent dans la mer normalement et qui s'y trouvaient ensuite accumulés dans cette lagune, et également les pluies torrentielles des tempêtes tropicales lessivaient l'île, transportaient les feuilles arrachées et également les organismes terrestres dans le flot de l'eau transportés jusqu'à la lagune. Il y a 140 millions d'années, à Seraing, il y avait donc une lagune tropicale. Le climat était donc chaud et humide et les végétaux pouvaient se développer, comme ceci par exemple, des fougères arborescentes.
À cette époque-là, l'homme n'existait pas encore, je vous le rappelle. Il ne pouvait donc pas voir ni les fougères arborescentes, ni les autres végétaux qui vivaient dans ce milieu. Quels étaient les autres végétaux? Alors il y avait aussi des fougères à ovules, dont on peut voir ici un exemplaire, une fronde avec un limbe découpé en lobes, comme on peut l'observer sur cette fougère actuelle. Ces fougères à ovules étaient soit de type bas, soit un peu plus haute, ou même de type arborescent, comme cet exemplaire de fougère actuelle. Alors, les végétaux que nous voyons dans cette serre sont des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs. Ces végétaux n'existaient pas à Seraing. Ils sont apparus beaucoup plus tard, 40 millions d'années après. Par contre, il y avait des conifères de la famille des Araucariacées, dont nous avons ici un exemplaire, famille qui vit dans les zones tropicales de l'hémisphère sud. On peut observer des rameaux. Ces rameaux peuvent éventuellement se détacher et ils pouvaient être transportés par le vent, par les tornades et les cyclones tropicaux ou éventuellement par l'eau, et ainsi aller se sédimenter dans des zones calmes où l'on peut les découvrir aujourd'hui dans les calcaires lithographiques. Alors un autre groupe bien représenté à Seraing correspond au bénétital, en particulier cette magnifique fronde de Zamitès. Ce groupe des bénétitales a entièrement disparu de nos jours, mais est très proche des cicadales actuels, végétaux que l'on trouve dans l'hémisphère sud, dont on a par exemple ici un exemplaire. Le paysage de Seraing peut être comparé à celui que l'on trouve dans la nature actuelle au niveau de certaines îles volcaniques de l'ouest de l'Australie. L'animal que j'ai devant moi, vous le voyez, c'est une tortue. Mais cette tortue, on l'appelle la tortue alligator. Vous voyez, ces trois pointes là, ça évoque un petit peu le dos de l'alligator. C'est une tortue carnivore, qui est extrêmement dangereuse d'ailleurs, et qui est très rapide. Mais cet animal, il ne vivait pas à Seraing, bien évidemment. À Seraing, on a trouvé des traces de tortues, mais d'autres tortues, de tortues fossiles qui n'existent plus de nos jours. Par contre, à Seraing, on a trouvé un squelette quasiment complet de crocodile. Les crocodiles de Seraing, ils ont disparu de nos jours, mais vous le voyez, il y a encore des espèces de crocodiles vivantes sur notre planète. Ce que je vais vous présenter, par contre, c'est un ouvrage rare, un ouvrage qui date de 1870 sur les poissons fossiles de Seraing. Les poissons fossiles, vous le voyez, ils ont été étudiés par des spécialistes et reproduits avec la pierre de Seraing. Et comme en 1870, la photographie n'existait pas encore, ou très peu, on a reproduit ces poissons avec le procédé de lithographie dont je vous ai parlé au début. Au fait, comment ça marche la lithographie ? La lithographie, comme son nom l'indique, c'est l'utilisation de la pierre, en fait d'une certaine pierre, pour imprimer des textes ou des images. On prend la pierre qu'on a nettoyée de l'encre qui a servi à imprimer le dessin. Ensuite, on la pose sur un grès noir qui est une sorte d'évier, si vous voulez. On la saupoudre d'un sable très fin, mais pas encore le plus fin. On met de l'eau et on met une autre pierre du même acabit dessus. Et on les frotte l'une contre l'autre, ce qui enlève une pellicule très fine, mais qui a l'épaisseur de la sensibilisation par le gras de la pierre, et on la retrouve parfaitement plane, légèrement grenue,
est prête à recevoir un nouveau dessin. C'est bon, on lâche. Le report, qui est une technique qui a été utilisée très tôt dans le 19e siècle, par exemple par Odilon Redon, qui au lieu de dessiner directement sur la pierre, dessine sur un support, un papier spécial ou maintenant sur un plastique, et qu'on applique contre la pierre qui laisse sa trace dessus. C'est-à-dire que c'est une espèce de transfert, de transport. Au 19e siècle, on disait un transport. À partir de là, on efface à l'essence de térébenthine complètement tout ce qu'il y a sur la pierre. On la voit redevenir, pour ainsi dire, vierge. Mais c'est pas vrai, elle a en mémoire le dessin. Et à partir du moment où elle est dans la presse, elle est ancrée ou en noir, s'il s'agit d'un dessin en noir, ou dans une des couleurs qu'on voudra ensuite. Et on voit remonter le dessin qui ensuite est transporté sur le papier. Voilà. Ce qui évidemment est assez émouvant, c'est de se dire que chaque pierre a une histoire plus ou moins secrète, qui est la succession des œuvres qu'elle a accueillies, transportées sur le papier, après être passées entre les mains du créateur. Évidemment, de temps en temps, le grainage n'est pas aussi parfait qu'on peut l'espérer, et on voit revenir des images oubliées qui, pour des raisons qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre, réapparaissent. C'est ce qu'on appelle des fantômes. Alors on peut toujours espérer que sous la lithographie d'un jeune artiste, on va voir apparaître un Chagall ou un Delacroix, pourquoi pas. Voilà. De temps en temps, on a cette bonne surprise d'un fantôme ami. La pierre lithographique offre aux chercheurs une grande qualité parce qu'elle est capable de préserver, là encore grâce à sa finesse, les fossiles qui nous restituent l'histoire du passé de la région, mais aussi de la planète. Tout notre patrimoine est dedans. Et donc c'est très important parce que là encore, c'est la mémoire de notre planète qui est enregistrée dans ces calcaires, dans ces pierres lithographiques. Et voilà. Si toutefois vous avez l'occasion d'aller visiter le Bugey, n'hésitez pas, arrêtez-vous au musée de Seraing. Et puis à peine plus loin, sur l'autoroute, juste à côté de Pierre-Latte, il y a la ferme aux crocodiles. Là, vous les verrez, ils sont vivants. Avant de nous quitter, ce que je vais faire quand même, c'est comme d'habitude, vous présenter quelques ouvrages. Tout d'abord, un CD-ROM publié par Edusoft, du Big Bang aux dinosaures. Et puis dans la collection Carnet de nature des éditions Milan, un ouvrage qui s'intitule Les dinosaures et leurs cousins. Vous savez, les dinosaures, ils sont contemporains des animaux qui vivaient à Seraing. Seraing, c'était notre sujet d'aujourd'hui, et le CNRS et le musée Guimet d'histoire naturelle de Lyon ont consacré une plaquette à ce gisement, plaquette qui s'intitule Une lagune tropicale au temps des dinosaures. Et puis, au temps des dinosaures, il y avait certains de nos ancêtres, les premiers mammifères qui vivaient un petit peu dans l'ombre de ces grandes bêtes, que l'on n'a pas retrouvées au Seraing, mais qui malgré tout étaient présents. Et je vous propose de les découvrir à travers un ouvrage que publient les éditions Masson,
un ouvrage de Denis Sigogno-Russell, Les mammifères au temps des dinosaures. Bon allez, moi je vous laisse, je vais les voir de plus près. La pierre lithographique offre aux chercheurs une grande qualité parce qu'elle est capable de préserver, là encore grâce à sa finesse, les fossiles qui nous restituent l'histoire du passé de la région, mais aussi de la planète. Tout notre patrimoine est dedans. Et donc c'est très important parce que là encore, c'est la mémoire de notre planète qui est enregistrée dans ces calcaires, dans ces pierres lithographiques. Et voilà. Si toutefois vous avez l'occasion d'aller visiter le Bugey, n'hésitez pas, arrêtez-vous au musée de Seraing. Et puis à peine plus loin, sur l'autoroute, juste à côté de Pierre-Latte, il y a la ferme aux crocodiles, là vous les verrez, ils sont vivants. Avant de nous quitter, ce que je vais faire quand même, c'est comme d'habitude, vous présenter quelques ouvrages. Tout d'abord, un CD-ROM publié par Edusoft, du Big Bang aux dinosaures. Et puis dans la collection Carnet de nature des éditions Milan, un ouvrage qui s'intitule Les dinosaures et leurs cousins. Vous le savez, les dinosaures, ils sont contemporains des animaux qui vivaient à Seraing. Seraing, c'était notre sujet d'aujourd'hui, et le CNRS et le musée Guimet d'histoire naturelle de Lyon ont consacré une plaquette à ce gisement, plaquette qui s'intitule Une lagune tropicale au temps des dinosaures. Et puis, au temps des dinosaures, il y avait certains de nos ancêtres, les premiers mammifères qui vivaient un petit peu dans l'ombre de ces grandes bêtes, que l'on n'a pas retrouvées au Seraing, mais qui malgré tout étaient présents. Et je vous propose de les découvrir à travers un ouvrage que publient les éditions Masson, un ouvrage de Denis Sigogno-Russell, Les mammifères au temps des dinosaures. Bon allez, moi je vous laisse, je vais les voir de plus près. Au ras du fond, quant à ces deux grands sillons parallèles, ils sont dus à l'action des doigts des pattes antérieures qui étaient totalement immobiles et qui tranchaient le sédiment. Alors ce type de locomotion est assez caractéristique des tortues marines, bien adaptées à la nage. Donc on pense qu'il s'agit de ce type d'organisme, une tortue vraiment géante qui était inconnue à cette époque. Alors l'intérêt de ces traces formées soit sous l'eau, soit à sec, montre que le niveau marin n'a cessé de varier sur le site de Seraing, et ça nous a beaucoup aidé à la reconstitution de nos paysages. Bonjour. Bonjour. On est en train de dégager le moulage là. Oui. Un petit coup de main peut-être. Ah oui, oui. Doucement, doucement. Pas trop vite, hein.
Pas trop vite qu'on casse pas les... Là, c'est bon. Hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Pique-toi pas les doigts, là. Allez, attention aux doigts. Ah, voilà, voilà. Et ben ça m'a l'air joli. La pellicule de silicone, alors. Ça m'a l'air joli tout ça. Maintenant, on va essayer de rouler le silicone là. Je vous laisse faire, là, je vais pas le casser, moi. On va le décoller tout doucement, hein. On le roule si on peut. Et on va doucement. Et là, on va voir apparaître les choses dessous. On devrait voir Ouais. apparaître les premiers pas. Tiens. Voilà un. Regarde. Ah ouais. Tiens, regarde mon Voilà. Et voilà son Ça, c'est son symétrique, c'est son l'autre patte. symétrique. C'est l'autre patte. Donc la bestiole, elle faisait à peu près une vingtaine de centimètres. Enfin, Oui. entre les deux pattes, elle avait 20 centimètres. Et après, maintenant, Et on va puis- avoir l'enjambé, donc on va avoir une idée de la longueur de l'animal. Tiens, là, il y en a encore des petits bouts, là. tu vois. Il a touché. ouais, il a touché ici, Un, ouais. peu, un petit peu ici. C'est peut-être l'archéoptérix, ça. Oh, Voilà là. ah, voilà l'autre. D'accord. Voilà l'autre. Et l'autre est ici. Et ben ça se décolle très bien. Eh J'avais un ben, peu peur, dis mais donc. Je crois que là, c'est une première, ça. Non, non, c'est chouette, hein. oui, oui. Et là, vous l'avez collé là-dessus, pourquoi? Et ben on l'a collé là-dessus parce que ça nous, au départ, c'est resté collé au silicone. Alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est récupérer la lamine sur une autre couche avec de la résine dessous. J'ai d'abord mis de la colle parce que la résine serait trop dure. Alors j'ai mis une colle blanche et ensuite on a continué avec de la résine. Attends, la bouche pas, c'est plus là-dedans. C'est donc à partir de ces traces et des fossiles que l'on a retrouvés dans la carrière que l'on va pouvoir définir. L'extrémité des doigts était encore en contact avec le fond, montrant que l'animal nageait au ras du fond. Quant à ces deux grands sillons parallèles, ils sont dus à l'action des doigts des pattes antérieures qui étaient totalement immobiles et qui tranchaient le sédiment. Alors, ce type de locomotion est assez caractéristique des tortues marines, bien adaptées à la nage. Donc on pense qu'il s'agit de ce type d'organisme, une tortue vraiment géante qui était inconnue à cette époque. Alors l'intérêt de ces traces formées soit sous l'eau, soit à sec, montre que le niveau marin n'a cessé de varier sur le site de Seraing, et ça nous a beaucoup aidé à la reconstitution de nos paysages. Bonjour. Bonjour. On est en train de dégager le moulage, là. Oui. Un petit coup de main, peut-être. Ah oui, oui. Doucement, doucement. Pas trop vite, hein. Pas trop vite qu'on casse Attends, pas les... là, c'est bon. Hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a Attention. là-dessous? Pique-toi pas les doigts, là. Allez. Attention aux doigts. Ah, voilà, voilà. Et ben ça m'a l'air joli. La pellicule de silicone, alors. Ça m'a l'air joli tout ça. Maintenant, on va essayer de rouler le silicone là. Je vous laisse faire, là, je vais pas le casser, moi. On va le décoller tout doucement, hein. On le roule si on peut. Et on va doucement. Et là, on va voir apparaître les choses dessous. On devrait voir Ouais. apparaître les premiers pas. Tiens. Voilà un. Regarde. Ah ouais. Tiens, regarde mon Voilà. Et voilà son Ça, c'est son symétrique, c'est son l'autre patte. symétrique. C'est l'autre patte. Donc la bestiole, elle faisait à peu près une vingtaine de centimètres. Enfin, Oui. entre les deux pattes, elle avait 20 centimètres. Et après, maintenant, Et on va puis- avoir l'enjambé, donc on va avoir une idée de la longueur de l'animal. Tiens, là, il y en a encore des petits bouts, là. tu vois. Il Ah, a touché. ouais, il a touché ici, Un, ouais, peu, ouais. un petit peu ici. C'est peut-être l'archéoptérix, ça. Oh, Voilà là. ah, voilà l'autre. D'accord. Voilà l'autre. Et l'autre est ici. Et ben ça se décolle très bien. Eh J'avais un ben, peu peur, dis mais donc. Je crois que là, c'est une première, ça. Non, non, c'est chouette, hein. oui, oui. Et là, vous l'avez collé là-dessus, pourquoi? Et ben on l'a collé là-dessus parce que ça nous, au départ, c'est resté collé au silicone. Alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est récupérer la lamine sur une autre couche avec de la résine dessous. J'ai d'abord mis de la colle parce que la résine serait trop dure. Alors j'ai mis une colle blanche et ensuite on a continué avec de la résine.
On prend la pierre qu'on a nettoyée de l'encre qui a servi à imprimer le dessin. Ensuite, on la pose sur un grainoir qui est une sorte d'évier, si vous voulez. On la saupoudre d'un sable très fin, mais pas encore le plus fin. On met de l'eau et on met une autre pierre du même acabit dessus et on les frotte l'une contre l'autre, ce qui enlève une pellicule très fine mais qui a l'épaisseur de la sensibilisation par le gras de la pierre. Et on la retrouve parfaitement plane, légèrement grenue et prête à recevoir un nouveau dessin. C'est bon, on lâche. Le report, qui est une technique qui a été utilisée très tôt dans le 19e siècle, par exemple par Odilon Redon, qui au lieu de dessiner directement sur la pierre, dessine sur un support, un papier spécial ou maintenant sur un plastique, et qu'on applique contre la pierre qui laisse sa trace dessus. C'est-à-dire que c'est une espèce de transfert, de transport. Au 19e siècle, on disait un transport. À partir de là, on efface à l'essence de térébenthine complètement tout ce qu'il y a sur la pierre. On la voit redevenir, pour ainsi dire, vierge. Mais c'est pas vrai, elle a en mémoire le dessin. Et à partir du moment où elle est dans la presse, elle est ancrée ou en noir, s'il s'agit d'un dessin en noir, ou dans une des couleurs qu'on voudra ensuite. Et on voit remonter le dessin qui ensuite est transporté sur le papier. Voilà. Ce qui évidemment est assez émouvant, c'est de se dire que chaque pierre a une histoire plus ou moins secrète, qui est la succession des œuvres qu'elle a accueillies, transportées sur le papier, après être passées entre les mains du créateur. Évidemment, de temps en temps, le grainage n'est pas aussi... On pense qu'il s'agit de ce type d'organisme, une tortue vraiment géante, qui était inconnue à cette époque. Alors l'intérêt de ces traces formées soit sous l'eau, soit à sec, montre que le niveau marin n'a cessé de varier sur le site de Seraing, et ça nous a beaucoup aidé à la reconstitution de nos paysages. Bonjour. Bonjour. On est en train de dégager le moulage là. Oui. Un petit coup de main peut-être. Ah oui, oui. Doucement, doucement. Pas trop vite, hein. Pas trop vite, on casse pas les... Là, c'est bon. Hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dessous? Pique-toi pas les doigts, là. Allez. Exploitation au doigt. Là. Voilà, voilà. Et ben ça m'a l'air joli. C'est la pellicule de silicone alors. Ça m'a l'air joli tout ça. Maintenant, on va essayer de rouler le silicone là. Je vous laisse faire là, je vais pas le casser moi. On va le décoller tout doucement, hein. On le roule si on peut, et on va doucement. Et là on va voir apparaître les choses dessous. On devrait voir apparaître les premiers pas. Tiens. Voilà un. Regarde. Ah ouais. Tiens, regarde. Voilà, et voilà son Ça c'est son symétrique, c'est son l'autre patte. symétrique. C'est l'autre patte. Donc la bestiole elle faisait à peu près une vingtaine de centimètres. Enfin Oui. entre les deux pattes elle avait 20 centimètres. Et après maintenant on va voir l'enjambé, donc on va avoir une idée de la longueur de l'animal. Tiens, là, il y en a encore des petits bouts, là. Tu vois. Il a touché. Ouais, il a touché ici. Un, un petit peu ici. C'est peut-être l'archéoptérix, hein. Oh. Voilà là. Ah voilà l'autre. D'accord. Voilà l'autre. Et l'autre est ici. Et ben ça se décolle très bien. Eh J'avais un ben, peu peur, dis mais donc. Je crois que là, c'est une première, ça. Non, non, c'est chouette hein. oui, oui. Et là vous l'avez collé là-dessus pourquoi?
Eh ben, on l'a collé là-dessus parce que ça nous, au départ, c'est resté collé au silicone. Alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est récupérer la lamine sur une autre couche avec de la résine dessous. J'ai d'abord mis de la colle parce que la résine serait trop dure. Alors j'ai mis une colle blanche et ensuite on a continué avec de la résine. C'est donc à partir de ces traces et des fossiles que l'on a retrouvés dans la carrière que l'on va pouvoir définir l'environnement de la région. À quoi ressemblait le Bugey il y a 150 millions d'années? Dans le Bugey, il n'y avait ni montagne, ni vallée. Au contraire, il faut imaginer la mer, une mer chaude, tropicale, bordée par un récif corallien. Allez, attention aux doigts. Voilà. Et ben ça m'a l'air joli. La pellicule de silicone. Alors. Ça m'a l'air joli tout ça. Maintenant, on va essayer de rouler le silicone là. Je vous laisse faire, là, je ne vais pas le casser moi. On va le décoller tout doucement. Hein. On le roule si on peut. Et on va doucement. Et là, on va voir apparaître les choses dessous. On devrait voir apparaître les premiers pas. Tiens. Voilà un. Regarde. Ah ouais. Tiens, regarde. Voilà, et voilà son... Ça, c'est son symétrique. C'est son l'autre patte. symétrique. C'est l'autre patte. Donc la bestiole, elle faisait à peu près une vingtaine de centimètres. Enfin, entre les deux pattes, elle avait 20 centimètres. Et après, maintenant, on va voir l'enjambé, donc on va avoir une idée de la longueur de l'animal. Tiens, là, il y en a encore des petits bouts, là. Tu vois. Il a touché. Ouais, il a touché ici. Un petit peu ici. C'est peut-être l'archéoptérix. Hein. Oh. Voilà là. Ah, voilà l'autre. D'accord. Voilà l'autre. Et l'autre est ici. Et ben ça se décolle très bien. Eh J'avais un ben, peu peur, dis, mais... Je crois que là, c'est une première, ça. Non, c'est chouette, hein. Oui, oui. Et là, vous l'avez collé là-dessus, pourquoi? Eh ben, on l'a collé là-dessus parce que ça nous, au départ, c'est resté collé au silicone. Alors j'ai dû faire quelque chose que j'avais encore jamais fait, c'est récupérer la lamine sur une autre couche avec de la résine dessous. J'ai d'abord mis de la colle parce que la résine serait trop dure. Alors j'ai mis une colle blanche et ensuite on a continué avec de la résine. C'est donc à partir de ces traces et des fossiles que l'on a retrouvés dans la carrière que l'on va pouvoir définir l'environnement de la région. À quoi ressemblait le Bugey il y a 150 millions d'années? Dans le Bugey, il n'y avait ni montagne, ni vallée. Au contraire, il faut imaginer la mer, une mer chaude, tropicale, bordée par un récif corallien. Et ce récif était séparé de la terre par un lagon. Et sur la terre ferme, il y avait naturellement une vie avec végétation, des animaux, mais aussi une morphologie. Il y avait des points hauts, des points bas, et dans les points bas, il y avait des flaques, des lagunes peu profondes, où lors des tempêtes, il y avait la mer qui venait transporter une partie des organismes qui vivent dans la mer normalement et qui s'y trouvaient ensuite accumulés dans cette lagune, et également les pluies torrentielles des tempêtes tropicales lessivaient l'île